Dans un texte, je dis que le rap m'a sauvé la vie. Et je crois vraiment aujourd'hui qu'il m'a sauvé la vie. Ouais. Ça m'a permis d'avoir des rêves en fait. D'avoir des rêves qui étaient accessibles. Et c'est ce qui m'a tenu un peu éveillé, quoi. Je m'appelle Fernando de Amorim et je suis psychanalyste. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un rappeur belge en quête de vérité. Doté d'une hypersensibilité émotionnelle, la musique est désormais sa thérapie pour lutter contre ses démons. Il est venu m'en parler lors de cette expérience thérapeutique. Il s'appelle Isha. J'entends les hurlements des voyous, j'entends les cris des skateurs. J'ai l'air heureux quand je monte sur scène, c'est grâce aux antidépresseurs. Le soir j'allume un petit gramme de kush. Tous mes petits frères ont du tosma. J'entends du bruit en boîte chez Wham. Y'a Green Montana dans la Gova. Prendre mon destin en main, je l'ai fait car il fallait le faire. Alcoolique, j'ai trouvé la force de jeter ma canette de bière. Prendre mes frères dans mes bras. On a survécu aux années de Hess. Encore une chose à faire, quitter ce quartier de merde. 3h37 du matin, la machine, le machin, le plaisir de la chair, la voisine, le voisin. Je la tire par les veuches, elle me griffe et ça me fait du bien. Je l'attrape par le cou, elle me mord, je crois que ça lui fait du bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ouais. Ah, installez-vous, je vais prendre place, je suis à vous dans un instant. Merci. Tout d'abord, merci d'être venu. Merci à vous de me recevoir. C'est avec plaisir. C'est partagé. Dites-moi votre prénom, votre nom de famille, pour que nous puissions démarrer notre bavardage. Pili Pili Isha. Isha, c'est mon prénom. C'est mon nom d'artiste aussi. Oui. Donc, votre prénom, c'est? Isha. Isha. Voilà, c'est ça. J'ai 32 ans et je viens de Bruxelles. J'ai grandi à Bruxelles, j'ai passé toute ma vie à Bruxelles. Une chouette ville, une chouette petite ville. Beaucoup de gens d'horizons différents. Une ville avec ses qualités et ses défauts, mais... Quelle qualité, quel défaut? Moi, j'ai un peu une relation amour et haine avec Bruxelles. C'est que il y a beaucoup d'ethnies différentes, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment un brassage, il n'y a pas vraiment de mélange. C'est un peu comme aux États-Unis où il y a les Latinos d'un côté, les Afro-Américains de l'autre côté. Il n'y a pas vraiment de mélange. C'est quelque chose qui m'a un peu attristé. Et surtout maintenant, on sent des tensions communautaires avec l'actualité et tout ça, les médias. C'est un peu tendu. Mais par contre, moi et mon équipe, on est des gens où on se mélange à tout le monde. Mais, vous et votre équipe, vous faites référence à? Moi et ma bande de potes. Ah d'accord, t'es voilà, bon. Les gens avec qui j'ai grandi, tout ça. Et voilà. D'accord. Ouais. Quand vous dites vous et votre équipe, Ouais. donc vous êtes dans une position un peu de leader Non, je crois pas. Je pense qu'on est tous au même niveau. On essaye tous de s'entraider. On a grandi dans cette optique-là. Après, le destin fait qu'on est de moins en moins nombreux aujourd'hui. Et puis là, aujourd'hui, la musique, elle est au centre de ma vie. Donc la plupart des gens que je fréquente ou des fréquentations que j'ai gardées, c'est très souvent lié à la musique, quoi. D'accord. Quel genre de musique faites-vous? Moi, je fais du rap. Je suis un rappeur. Dans la musique, je parle beaucoup de moi. Je parle... L'autre jour, je réfléchissais. Tous mes textes, je les commence par « je ». C'est toujours moi. Et je pense que c'est comme ma thérapie, en fait. La musique, c'est ma thérapie. C'est le fait d'avoir vécu des choses un peu difficiles. Quand vous dites des choses, pouvez-vous dire davantage sur ces choses? Ah, ça remonte à très loin. Hein. Mais prenez votre temps, nous avons le temps. Bah, je me rends compte, aujourd'hui, tout... La personne qu'on est aujourd'hui, c'est souvent lié à des événements de notre enfance. Oui. Donc je pense que j'ai vécu... Mon père,
c'était quelqu'un de très intelligent, donc qui avait un QI supérieur apparemment, mais qui avait les mauvais côtés aussi. Donc il était maniaco-dépressif. Et Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Pas très bien. Je sais que il faisait des choses des fois qu'il faisait pas habituellement, des choses bizarres. Malheureusement, il était violent aussi avec ma mère. Moi, en fait, comme je suis le cadet de la famille, j'ai été couvé, j'ai été protégé par mes sœurs. Et j'ai des souvenirs très clairs où mes sœurs disaient « touche pas à Aïcha », tout ça. Mais ce qui m'a... Des fois, je me dispute avec mes grands frères et sœurs et ils me disent « ouais, mais toi, t'as pas connu la grande époque de papa, on va dire. » Et on lui en veut pas à notre père parce qu'on lui en a jamais voulu, puisqu'on sait que c'est une maladie, quoi. C'est quelque chose dans le cerveau, tout ça, donc on a toujours bien compris. Et mes frères et sœurs m'ont toujours dit que j'avais été épargné, mais en fait, aujourd'hui, je réalise que j'étais quand même... on vivait dans un climat un peu de terreur quand mon père y rentrait. Tout le monde s'apprêtait, tout ça. L'ambiance, elle changeait directement. Et donc, des fois, je trouve ça injuste que mes frères et sœurs me disent ça parce que ce climat, même s'il n'a pas levé la main sur moi comme sur les autres, le climat de terreur, je l'ai vécu depuis... Je suis né comme ça, enfin. Depuis le début, j'avais ce climat et je crois qu'un enfant, aujourd'hui, moi j'ai un enfant de 8 ans aujourd'hui, puis je me rends compte qu'on absorbe beaucoup, on absorbe. Et donc, un beau jour, c'était trop. Et ma mère, je me rappellerai toute ma vie. Puis je sais qu'on est parti sans qu'il sache qu'on partait. Je sais qu'elle a dit, allez, on y va. Et moi, étant petit, je savais ce qui se passait. On a changé de ville, on est parti un peu plus loin. Puis moi, j'habitais dans la cité avec mes potes, tu vois. C'était vraiment une bonne ambiance. Et puis, je me suis retrouvé dans un autre environnement pendant 5 ans. Je raconte ça parce que il n'y a pas longtemps, j'ai appris ce que c'était un trauma. Et je me rends compte qu'en fait, j'en ai eu pas mal. Et que, voilà, notre vie, elle est faite de traumatismes, de légers, des plus graves, des moins graves. Et donc, moi, je me suis retrouvé dans une nouvelle école. J'ai dû me faire des nouveaux amis. Et je me rappelle que je mentais par rapport à mon père, pourquoi j'étais venu, tout ça, je voulais être un peu dans la normalité. Mais oui. Ouais. Tout à fait normal. Normal, ouais. Mais oui. Donc j'expliquais pas trop, j'ai resté très vague. Très longtemps, hein, jusqu'à mes 12-13 ans. Après, on est revenu à Bruxelles. Mon père, donc de là, on le voyait, mais ma mère le laissait venir, parce qu'il avait pris un bon traitement, il avait l'air plutôt calme. Mais c'était quelqu'un... moi, je le connaissais pas vraiment, quoi. J'avais quitté à 7 ans, avec ce climat-là. Et puis, c'était un peu quelqu'un qui venait me visiter, qui venait nous visiter. Il ramenait un ballon de foot, des trucs comme ça. C'était très plat. Après, j'ai eu ma grande période, mon adolescence, un peu de petite délinquance, tout ça. Quel âge à peu près à ce moment-là? Je pense que c'est vers 15 ans que ça... J'ai toujours été un peu difficile, mais vers 15 ans, j'ai commencé à mal tourner. Ça veut dire quoi, mal tourner? Fumer, boire, fumer quoi? De la ganja, fumer de l'herbe, faire du mal aux gens. En fait, c'est un univers où le mal, il devient le bien, et le bien, il devient le mal. Et alors, pendant des années, on a tout inversé. Jusqu'au jour où, là, à cette heure-ci, il y a quelques années, je me suis dit, mais non, en fait, ça, ce qu'on fait là, c'est pas bien. Ce qu'ils font là, c'est pas bien. Et c'est fou parce qu'on rentre vraiment dans un moule où le mal devient le bien, quoi. Et donc, c'était une longue période qui a duré très longtemps. Ma mère qui me mettait dehors tout le temps. Puis un beau jour, vers mes 16 ans, elle m'a dit « Bon, tu vas chez ton père ». Là, je me suis retrouvé chez un mec que je connaissais pas bien, qui avait déjà vieilli. Et lui, c'était comme un savant fou, il était dans ses livres et tout. Donc là, comme il était assez vieux, il me laissait un peu faire ce que je voulais, quoi. Donc là, c'était encore la dégringolade. Et puis un beau jour, dans mon quartier, chez mon père, quand mon père était là, mes potes, ils me cachaient toujours. Parce que mon père, il me disait « rentre ». Et là, c'était le énième vendredi soir où mon père revenait de l'église, il rentrait tard. Et là, mes potes, ils me disent « ah, il y a ton père, comme d'habitude ». Donc moi, ils m'ont fait une haie, puis je me suis caché derrière, quoi. Mais sans savoir que cette nuit-là, il allait mourir, en fait.
Donc il y a mon manager, Stan, c'était en 2005, il faisait une soirée. C'était encore une soirée où il y a eu des bagarres. Je me suis retrouvé à faire des choses pas bien. Et Qu'est-ce que vous appelez choses pas bien? bon, il y avait des videurs, et puis j'ai cassé une bouteille sur la tête d'un videur. C'est parti un peu en sucette et tout. Et puis... Donc des choses graves. des choses graves, des choses que je pensais bien, mais qui n'étaient pas bien. Aujourd'hui, je réalise. Et après, je sais pas, des fois, je me dis, c'est comme si je suis triste parce que je me dis qu'il est mort dans son sommeil. Je sais pas à quelle heure il est mort, mais je sais que j'étais en train de faire des choses, voilà, des choses que je devais pas faire. Après, cette journée, je pourrais pas l'oublier parce que moi, je suis rentré chez ma petite copine. Et ma mère, comme elle m'avait mis chez mon père, elle me boudait, on parlait pas trop. Le lendemain, elle m'a pas appelé moi, j'avais pas de téléphone, elle a appelé le téléphone de ma copine, qui m'a dit, il y a ta mère qui m'appelle, qui a laissé un message. Puis je l'appelle, elle me dit, viens à la maison. Donc moi, je vais chez elle, à Molenbeek, je vois, il y a personne. J'appelle ma mère, je dis, mais tu me dis de venir à la maison. Elle me dit, non, non, ton autre maison, chez ton père. Je dis, hein, qu'est-ce qui se passe chez mon père? Elle me dit, attends, il y a ton oncle et ta soeur, ils viennent te chercher. Ils viennent me chercher et je sais pas, c'est trop bizarre. Dans leur visage, ils étaient même pas... Je pouvais rien deviner. Donc moi, je les vois, ils sont plutôt détendus. Je leur dis, qu'est-ce qu'il a, papa? Il a gagné au loto ou quoi? On rigole, tout ça. Puis quand on arrive en bas du bloc, je me rends compte qu'il y a trop de voitures en bas de chez moi. Il y a trop de voitures, il y a des plaques françaises, il y a trop... C'est comme dans les jours de mariage, quoi. Puis après, j'ai compris et puis il m'a dit, voilà, ton père, il est mort cette nuit. Et après, ils m'ont dit, il est encore là. Ils m'ont dit, il est encore là. Donc moi, je monte. Et ma mère, elle a fait un truc que j'ai jamais vraiment compris. Parce qu'elle m'a dit, touche-le. Elle m'a dit, touche-le. Donc, moi, je l'ai touché, mais en fait, il était froid comme du métal, quoi. Ça m'a travaillé très longtemps. Je savais pas que j'ai pleuré si vite. Ça m'a travaillé très longtemps. Mais c'est parce que vous êtes à l'aise. Ouais. Donc laissez-vous aller. Et ma mère, j'en ai voulu pour cette action aussi. Parce que je crois à 18, on n'a pas besoin de toucher un mort comme ça, quoi. Puis je me suis mis à genoux devant ma mère. Je lui ai demandé pardon. Je sais pas, c'était mon premier réflexe. Voilà. Je dis pardon, maman. Donc c'était une journée comme ça, quoi. Après, on a fait le deuil. Enfin, on a fait le deuil. Moi, j'ai fait mon deuil jusqu'à il y a pas longtemps. Je m'étais pas remis de tout ça, quoi. Oui. Et voilà, j'étais pas fier de moi, tu vois. J'étais pas fier parce que c'était quelqu'un d'intelligent. Et aujourd'hui, j'aimerais bien lui poser des questions sur l'actualité, savoir ce qu'il pense, tout ça. Et je me rends compte que j'étais à côté de quelqu'un qui aurait pu être enrichissant. Et que je le regardais même pas, que je m'intéressais pas à lui. Enfin, il a écrit des livres, il a fait des choses, quoi. Et voilà, puis c'est un peu l'événement qui m'a un peu troublé. Qui m'a un peu troublé. Après, toute ma vie, les gens ils disaient que j'étais fou. Et moi, j'ai Pourquoi les gens? Ils disaient ça pour quelle raison? Parce que j'étais nerveux, un peu parano, susceptible, tout ça. Et... Qu'est-ce que vous entendez par parano? C'est quoi parano? C'est que je sens des choses, des fois, je sens des choses que les autres gens ne sentent pas. Et évidemment, comme je suis seul à le sentir, on dit que je me fais des films, quoi. Ça peut très bien être sur un individu, sur un regard. Est-ce qu'ici, on n'est pas les bienvenus? Regarde, les gens, ils sont pas... Enfin, des choses où on me dit, tu vois, Richard, arrête. Et moi, en fait, j'avais une intuition depuis que je suis petit. Parce que j'ai toujours compris la maladie de mon père. Enfin, c'est que moi, j'avais la même chose. J'ai toujours... Qui vous a dit ça? Vous? Moi. Vous pensez ça? C'est votre interprétation? Ouais. Parce que je me suis toujours fait un calcul. J'ai dit, si lui, il est comme ça, qu'il a 5 enfants, il y en a forcément un qui va avoir ses traits. Pas forcément. Alors là, il faut que je vous dise très clairement ça. Pas forcément. Voilà, mais jusqu'au jour où je fais une crise d'angoisse, Oui. il y a 4 ans, j'ai jamais perdu le contrôle. Jamais. Même quand je faisais des folies, je savais ce que je faisais. J'ai toujours su. Donc ce ne sont pas des folies. Ouais, voilà, peut-être. Ouais. Je fais une crise d'angoisse, c'était un été, j'avais pas trop dormi, je buvais beaucoup, j'étais en studio, je faisais de la musique.
Et donc là, d'un coup, je perds le contrôle. J'arrive plus à parler. J'arrive plus... Quand je commençais une phrase, j'avais un gros blanc dans ma tête et je savais plus comment la terminer. J'oubliais toutes mes phrases. Picotement sur le front, sur les joues. Je tremblais, hyperventilation. Et à partir de là, comme c'était la première fois que j'avais perdu le contrôle, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, ah, peut-être qu'ils ont raison, mes potes qui me disent ça, et ça, il est fou, tout ça. Et puis, je sais pas, c'est vraiment ouf. Je crois en Dieu, je crois en la spiritualité, je crois aux signes, tout ce genre de choses-là. Et puis, il y a des articles, des fois, qui viennent à vous, où tu ouvres un magazine au hasard, et puis tu vois un intitulé qui te parle, et puis tu lis, et tu te reconnais dans ce qu'ils disent. Et donc là, c'était sur l'hypersensibilité. Après, j'ai lu. Après, je suis tombé, j'ai creusé. Puis je suis tombé sur tout ce qui est haut potentiel émotionnel, les HPE, tout ce qui peut avoir de bon ou de mauvais. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Et puis un jour, je me suis décidé d'acheter un livre. Ça a changé un peu ma vie, ce truc, tu vois. Ça s'appelait « Ces gens qui ont peur d'avoir peur ». Et en fait, elle racontait, je crois, sa vie. Mais c'était moi, sa vie, ce qu'elle racontait, voilà, votre enfance a été comme ça, vous avez sans doute vécu ça, vous avez gardé. Et puis, ce qui est le plus fou, c'est que je pense qu'au 3e chapitre, je ferme le livre tellement c'est trop. Des fois, moi, je regarde un film, c'est une scène trop forte, je m'épose. Et là, avec ce livre-là, j'ai dû le fermer. Et après, quand je l'ouvre, la femme, elle écrit, ouais, là, vous avez sans doute fermé votre livre parce que vous sentez que c'est trop pour vous. Et donc là, j'ai su que j'avais sans doute ce truc-là. Ce truc-là, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'ils appellent le haut potentiel émotionnel. Oui, c'est eux. Qui est-ce? Les psys. Oui, c'est les psys. Ouais. Vous appelez ça comment? C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'appelle ça le 3e œil. Le 3e œil. Ouais. Allez-y. J'appelle ça le 3e œil parce Qu'est-ce que c'est le 3e œil pour vous? Je pense que c'est une manière de lire la vie, d'interpréter, de sentir, de voir ce que des autres ne voient pas. Le fait que des fois je suis ému, des fois je fais des concerts, je sens, il y a des choses qui deviennent presque palpables. Des choses comme l'amour, comme la haine, on sent les choses 10 fois plus fort en fait. Et en fait, j'ai toujours cru que c'était normal, que tout le monde était comme ça, à réfléchir tout le temps, à sentir. Mais c'est quand j'ai lu ça, qu'ils disent qu'il n'y a que 5 ou 10% de la population mondiale qui a ce trait. Et c'est ça, pour moi, c'est le 3e œil, et c'est lourd à porter par moments, parce que on n'est pas compris dans nos choix, voilà. C'est aussi le besoin d'intensité dans les relations. C'est pas bien, je les dénigre pas, mais il y a beaucoup de gens, je les appelle des coquilles vides. Donc oui. à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites. J'ai besoin d'étudier l'être humain, j'ai besoin de comprendre et tout. Donc quand quelqu'un n'a pas grand-chose à donner, qui a que de la surface, ça m'ennuie, quoi. Donc du coup, la solitude, elle a vraiment beaucoup de place dans ma vie. Je me ressource. Je me rends compte que quand je sors, c'est fou à dire, mais le bruit, les voitures, les gens, être entouré de tous ces gens-là, ça me prend énormément d'énergie. Les regards sur toi, les regards que tu poses, ça prend de la force. Et donc, quand je rentre chez moi, des fois, je sors juste 2 heures. Je rentre, je suis lessivé. C'est un problème, quoi. Parce que c'est un problème et même les gens, des fois, ils se font du souci, ils sortent pas. Il y a ça. Et puis, je pense aussi, ça, j'ai réalisé, dans un morceau, je dis, il s'appelle Au Grand Jamais, je dis, maintenant, j'ai choisi le calme. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais jamais connu le calme. Et même le calme, je trouvais ça nul, en fait. Des fois, quand je voyais des gens qui promenaient avec leurs chiens et leurs femmes, ils se promènent, je disais, mais en fait, ces gens, leur vie, elle est nulle. C'est quoi ça, des balades comme ça? Je vois des gens qui très posés. Pour moi, ces gens-là, ils s'emmerdaient dans leur vie. Et parce que moi, famille nombreuse, donc t'es petit, tu vois l'adolescence de tes frères et sœurs,
Donc tu vois des choses, le père, la mère, tu vois, puis ton adolescence à toi. Et puis il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'avais jamais connu ça, le calme, et essayer de chercher la sérénité. Et je pense que je commence à goûter à ces choses que je connaissais pas et qui en fait fait partie, qui doit faire, c'est un équilibre. Je sais que maintenant je dois aller chercher ça pour être bien. Et donc maintenant le calme, j'apprends que c'est bien d'être au calme, c'est bien de pas sortir. Pourquoi aller en boîte, chercher des basses tout le temps? Pourquoi les gens qui crient? Alors là, des fois je fais des concerts, c'est le seul moment où je suis vraiment mêlé à la foule, on va dire. Sinon c'est le calme. Et je ne jure plus que par le calme. Ça fait du bien et je regrette de ne pas avoir connu ça plus tôt, quoi. Le calme, ouais. Voilà. Je fais que parler, je sais plus où j'en étais. Parlez librement. Ouais. Par rapport à ce que je disais, les HPE, par moments, c'est vraiment pesant. C'est dur. Et pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, je croyais que j'étais fou, vraiment. Mais en vrai, ils expliquent que c'est un trait de la personnalité. Et en fait, il faut réussir à bien gérer ses émotions, à bien les dispatcher. Et c'est un combat, mais je sais qu'ils disent aussi que c'est une porte ouverte vers la dépression, vers la schizophrénie, vers plein de choses, en fait. Oui, il y a des gens qui disent beaucoup de choses. Ouais. Parfois, ce n'est pas très éclairant. Ouais. Hein. Ouais. Et parfois, ça peut être même néfaste. Bien sûr. Mais moi, j'ai arrêté de lire là-dessus. J'ai arrêté. Parce que ça devenait une obsession. Voilà. Ça devenait une obsession. Je voulais trop en parler. Mais je pense qu'il y a des gens... Je vois des gens qui sont comme moi, qui le vivent très bien. Et ils l'ont fait tout seul. En fait, ils ont géré tout seul. Et je pense que voilà, c'est à moi de trouver l'équilibre. Après, il y a des aspects positifs. Hein. Il y a des aspects positifs. Moi, quand j'aime une femme ou quand j'ai une relation avec une femme, c'est la passion, c'est beau. Avec mes frères aussi, c'est la passion. Il y a plein de trucs beaux. J'ai l'impression de comprendre la souffrance des gens. Quand je vois des gens, au premier coup d'œil, voilà. C'est pour ça que j'ai pas été voir de psy. J'ai été voir 3 fois des psys, mais j'ai fait qu'une séance. Parce qu'en fait, je me retrouve devant quelqu'un que je commence à moi être son psy, on va dire. Je commence à moi l'étudier. Je regarde sa posture. Il est là, puis je vois qu'il se décale légèrement. Je dis, il est peut-être mal à l'aise, qu'est-ce qu'il a? Je commence à me faire des films et au final, je parle pas, c'est moi il est en train de m'étudier, je l'étudie. Donc c'est pas très sain. J'ai vu que ça allait pas m'aider. Et donc je me suis dit, sois ton propre psy. Et donc C'est comment être son propre psy? C'est comprendre mon fonctionnement. Et vous faites ça tout seul? Ouais. Et vous avez commencé à s'intéresser à ce monde psychique qui est le vôtre, à quel âge? À peu près, juste pour que je puisse avoir une petite idée. Mais je pense que je me suis toujours interrogé là-dessus. Voilà. Mais quel âge avez-vous? Là, j'ai 32 ans. Voilà, donc depuis 32 ans, vous faites ça avec vous-même. C'est ça. Je l'ai toujours fait avec moi-même, mais sans pour autant avoir des résultats. Alors, à votre avis, pour quelle raison? Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'un autre pour... Non. Non. Donc ça fait 32 ans que vous faites cette expérience. Ouais. Et la conclusion que vous en tirez devant moi... Personne ne va m'aider. À part la spiritualité, je le pense vraiment. Qu'est-ce que vous appelez la spiritualité? Moi, je crois en Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu créateur, qui a un destin pour nous. Et même quand je fais du mal, je sens cet amour de Dieu. Même quand je suis avec des amis, quand j'étais à l'époque, je sens... Même maintenant, de mes 32 ans, je vieillis, quoi. J'ai un petit vécu. Et quand je lis mon vécu, je sens l'amour de Dieu. Je sens que Dieu, il m'aime. Et j'ai douté de ça à un moment. Mais en fait... À quel moment? Quand j'étais au plus bas, hein, je pensais que j'étais destiné à ça, qu'il n'y avait pas de lumière. À ça, c'est-à-dire? À la dégringolade, à l'obscurité. Et puis un beau jour, je me suis dit, en fait, il faut juste lever la tête. Si tu verras de la lumière, si tu regardes tes pieds, tu verras rien. Puis j'ai levé la tête. Et là, j'ai vu qu'en fait, je dois être reconnaissant et que Dieu, il m'aime. Parce qu'il m'a donné des amis en or.
Il m'a donné, même dans les choses difficiles, instinctivement, j'arrive à prendre les choses avec philosophie et à me dire, voilà, c'est comme ça. Même des fois, j'ai plus d'argent, je rigole. Je dis, j'ai plus d'argent, mais voilà, c'est pas grave. Je sais pas, je prends conscience de plein de trucs et c'est ça, la spiritualité. Moi, avant, j'étais alcoolique, je buvais énormément. J'ai essayé d'arrêter de boire plein de fois, mais après X essai, il y a 3 ans et demi, j'ai demandé à Dieu, en fait. Et j'ai prié, j'ai dit, donne-moi le dégoût. Donne-moi le dégoût de l'alcool et de l'ivresse. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Du jour au lendemain, le lendemain, je me suis réveillé. J'avais plus envie. Et donc moi, pour moi, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu, il facilite quand tu as une démarche sincère. Et je sais que Dieu, il sait ça. Et donc il m'a enlevé ce vice qui était destructeur, qui a détruit beaucoup de choses autour de moi, qui m'avait rendu un monstre. Un monstre? Ouais. C'est fort comme mot. Ouais. Ouais, parce que c'est les monstres qui se contrôlent pas. Un humain, il doit se contrôler. À partir du moment où tu te contrôles plus, où tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien, mais que le manque de contrôle te fait faire des choses comme ça, t'es presque un animal ou un monstre. Je sais que c'est un mot dur, mais je le pense vraiment. Et voilà, et puis je suis sorti de toutes ces spirales. Et un beau jour, j'ai décidé de changer. J'étais toujours sourcils froncés. J'étais toujours sur la défensive, tout ça. Et puis un beau jour, ça s'est éclairé, j'ai arrêté. Et tout s'est arrangé. Tout. Ma relation avec ma mère, ma famille, mes amis, moi, mon fils, tout s'est arrangé. Le rap. Moi, je rappais presque plus. Et là, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, je fais des concerts, alors que moi, quand j'avais 20 ans, je croyais à 25 ans, j'allais être mort. Ma mère, elle me disait ça aussi. Pour quelle raison votre mère vous disait ça? Parce que c'est la rue. Elle me dit, dans la rue, et parce que j'ai des cousins qui ont été tués aussi. Il y a des trucs qui se passent. Quand vous dites des trucs, c'est quoi? Des trucs qui se passent dans la rue, c'est quoi? Ben, en fait, moi, je suis d'une ville, Bruxelles, c'est imprévisible. Tu peux être avec... Ben, j'ai une cicatrice dans le dos, je me suis fait poignarder, c'est un pote à moi, il me l'a fait. Un pote? Ouais. Vous a poignardé? Ouais. Parce que on a le sang chaud. Et donc tu le frappes et lui, il te poignarde. Et... Donc vous l'avez ouais, donné un coup? Ouais, je l'ai frappé. Vous avez frappé? On s'est battu, je l'ai frappé. Puis voilà. Et moi, au lieu d'esquiver le truc, moi j'étais jeune et fougueux. J'enlève ma veste et je fais le toréador comme ça. Et j'essaie de lui mettre ma veste sur le visage. Et lui, à l'aveuglette, il me met dans le dos. Et il aurait pu me perforer un poumon. Mais c'était un de mes meilleurs amis. Ça veut dire qu'on est des gens, on a tellement le feu en nous qu'on est en constante pression. Que ce soit avec des étrangers ou des amis, ça peut partir très vite. Donc, un désaccord, qu'est-ce qui se passe? On se lève et ça part. C'était ça à l'époque. Et enfin, maintenant, moi, j'essaie de contrôler. Mais même les petits, c'est la même chose, quoi. Ça se répète. Et ça s'y répète. Ça se répète, ouais. C'est important ce que vous dites là. Quand vous dites ça s'y répète, ouais. Donnez un nom à ça. C'est le cycle infernal. Donc le cycle infernal ouais. s'y répète. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cycle infernal? C'est une prison, en fait. C'est une prison cérébrale, mentale, où tu perds, comme je disais, toute notion du bien et du mal. Je vais vous parler des religions. Quelle est cette religion que vous évoquez? C'est pas pour... Moi, je pense qu'il faut... C'est la religion. C'est chercher Dieu. Chercher Dieu. Et il y a des gens de tout horizon qui cherchent Dieu. Et je pense que c'est ça la religion. Peu importe que ce soit l'islam, le christianisme, Moi, j'ai toujours une admiration pour les chercheurs de vérité. Et je pense que c'est un don. Quand tu as cette soif de vérité, moi, je vois de l'égarement tous les jours. Et en fait, je comprends pas que les gens puissent dire
que certaines personnes sont égarées ou que certaines personnes, ils voient que ça. Mais moi, ce que j'essaye de voir, c'est l'intérieur de cette personne et de me dire que son intention, c'est de la recherche de vérité. Donc, ça peut mener à l'égarement. Mais moi, quand je vois avant tout un chercheur de vérité. Et des fois, j'ai des potes, ils me disent, ouais, regarde lui, un jour il fait ça, l'autre jour il fait ça, mais il n'est pas cohérent, tac, tac. Je dis non, lui il cherche. Et au plus tu cherches, au plus tu peux être déboussolé, tu peux te dire en fait c'est par là, et puis on va t'induire en erreur et tout. Je pense que c'est des cœurs nobles, les gens qui cherchent, et qui cherchent à tout prix. Et c'est... Il y a beaucoup d'hommes qui sont animés par ça. Oui, tout à fait. Quand vous avez parlé à tout prix, Ouais. ça veut dire, c'est le prix que m'intéresse. Vous poussez cette formule jusqu'où? Chercher à tout prix. C'est quoi ça? À tout prix, c'est déjà... Je pense que plus rien ne pourrait devenir important. Voilà, c'est ça. Si ce n'est cette quête de vérité. Voilà. Parce que je suis prêt même à trouver la solitude, Oui. à enlever tout de ma vie pour pouvoir juste trouver cette vérité-là. Mais des fois, je me dis, Oui. il y a la vie à ses secrets aussi, comme on disait. Voilà. Et il n'y a pas de vérité. Voilà. On a dit beaucoup de choses là. Oui. Ouais. Vraiment, dans un texte, je dis que le rap m'a sauvé la vie. Et je crois vraiment aujourd'hui qu'il m'a sauvé la vie. Ouais. Il m'a réellement... même dans cette période d'autodestruction dont je vous parlais, il y a toujours eu le rap et ça m'a permis d'avoir des rêves en fait. D'avoir des rêves qui étaient accessibles et en plus d'être une thérapie quoi. Et c'est ce qui m'a tenu un peu éveillé quoi. Vous gagnez votre vie avec votre musique? Ouais, depuis 2 ans là. D'accord. J'ai arrêté de travailler. Avant, je travaillais à Bruxelles au SAMU social avec des SDF. Et puis après, avec l'actualité, on a ouvert des centres pour les migrants. Et donc, j'ai fait 6 ans là-bas avec des petites coupures, des interruptions. Et donc, j'ai connu le monde de... C'est marrant, j'ai connu les 2 rues, quoi. J'ai connu la rue, la fausse rue. C'est la rue des voyous qui rentrent dormir dans leur plumard le soir. Puis j'ai côtoyé la vraie rue. D'autres voyous aussi qui se débrouillent et qui dorment sur des plaques d'égout parce qu'il fait chaud, quoi. Et c'était une chouette expérience. Ça m'a aidé à arrêter l'alcool aussi. Parce que notre boulot, c'était de discuter avec les gens. Et quand tu te rends compte qu'à un moment donné, le dénominateur commun de beaucoup de ces gens-là, c'est une dépendance à un produit, à l'alcool et tout, tu te dis, ah ouais, merde. Et il y a des mecs que j'ai rencontrés, tu pouvais Google son nom, c'était des gens importants. Je me rappelle d'un mec qui me disait, moi je suis né, je dis c'est quoi né? Il dit, je suis spécialiste du vin. Puis on a tapé son nom, on a vu des photos de lui. C'était vraiment quelqu'un important qui travaillait dans le vin. Et il y a plein de mecs comme ça qui avaient des activités, tout ça. Et les 2 trucs que j'ai remarqué qui les ont fait descendre, c'est l'alcool et les relations, les femmes, quoi, les relations. Eh oui. Voilà, parce que l'un va détruire l'autre. Puis les femmes, c'est un grand soutien pour l'homme. Oui. Et une fois que la femme, elle part, des fois, on se retrouve, on se dit, merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et donc, je suis sorti... C'est une question, là, que vous posez? Pardon? C'est une question? Non, c'est ce qu'on se dit, je pense. Tout le monde pense... On pense qu'on peut être seul, tout ça, mais je réalise, hein, dans ma vie, les femmes ont eu... C'était un grand soutien pour moi. Oui. C'était un grand soutien. C'est pas toujours bien fini, mais je peux pas nier que c'était un grand soutien, quoi. Au moment où je me sentais seul, tout ça. Et voilà. Alors, si c'est un grand soutien, est-ce que vous avez travaillé pour garder ces soutiens ou vous avez fait quelque chose pour défaire ces soutiens, voire détruire ces soutiens? Est-ce que vous êtes pour quelque chose dans le fait que ces femmes, elles sont... Mais en fait, j'ai compris quelque chose il y a pas longtemps et je l'ai accepté. C'est qu'en fait, moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de détruire à un moment donné. J'ai besoin
j'ai compris ça, parce que je vous dis, je travaille, je cherche. Oui, je vois, oui. Et en fait, j'ai besoin de sensations. Donc quand tout est bon, tout est plat, je vais devoir trouver un problème. D'accord, donc pour vous, tout est bon, c'est synonyme de tout est plat. Ouais, c'est plat, on s'ennuie. Donc quand c'est bon, Ouais, ça vous ennuie. ouais, ça m'ennuie. Il se passe rien. Quand tout est propre, tout est stable, je cherche un problème. Mais en fait, c'est parce que je pense que j'ai besoin de sensations fortes. Et c'est ce que je cherchais dans la rue. Dans les bagarres, dans les mauvais coups, les histoires. Je cherchais des sensations, l'adrénaline. Et parce que je pense que j'ai une certaine satisfaction à détruire, mais c'est encore mieux quand tu reconstruis. En fait, pourquoi on va reconstruire une fois dans notre vie, en fait? Pourquoi on ne peut pas détruire et reconstruire, et détruire et reconstruire pour sentir qu'on a le contrôle, qu'on peut le faire, et qu'en fait, on fait ce qu'on veut, en fait. Et moi, j'ai besoin de sensations. Et je me dis que, en fait, je dois peut-être aller vers un sport extrême ou vers des trucs comme ça, quoi. La boxe, les trucs où tu sens que tu peux te faire du mal, quoi. Quand vous parlez des sports extrêmes, Ouais. et que vous parlez de la boxe, et il faut que vous puissiez me dire ce que vous entendez par sport extrême. La frayeur, quelque chose qui va te faire un peu peur. Oui, comme par exemple, donnez-moi un exemple des sports extrêmes. Les mecs là qui sautent là, Oui. des taplanes ou je sais pas comment on appelle Voilà, ça. exactement. Soit l'élastique, Voilà. l'escalade. Oui, eh bien, Je pense qu'un mec qui fait de l'escalade quand il est à 200 mètres, voilà. il se sent vivre, quoi. Eh bien, non, je ne suis pas d'accord que vous... Non, ne rentrez pas dans cette voie-là. Ah bon? La boxe, ça va. Ouais. 2, 3 coups, ça va. Hein? Mais pourquoi pas le reste? Parce qu'exactement, vous venez de dire. Ouais. Hein, ça serait pas bon pour vous du tout. Ah bon? Ah, pas Pourquoi du je vais chercher plus? Pourquoi ça va pas être bon? Ok. C'est pour cette raison que je sors carrément, clairement de ma réserve, n'est-ce pas? Pour vous dire avec la plus grande bienveillance, n'est-ce pas? Pour ces histoires de voler comme ça, d'escalade, regarder en bas comme vous venez de faire le geste comme ça. Non, non. C'est pas bon? Non, c'est pas bon du tout. Ok. La boxe, ça va. Ouais. Hein? Cet extrême-là, C'est d'accord. bon. Mais après, moi, c'est des pistes que j'ai. Exactement. Donc, Eh bien, je vous suis en train de j'ai vous... pas encore essayé. Eh bien, justement, je suis en train de... N'essayez même pas. Ok. Voilà. Ok, je vais pas essayer. Voilà. Mais Non, voilà, non. mais Pour la boxe, ça va. Voilà. Ouais. On a besoin de sensations dans la vie. Voilà, mais vous pouvez trouver ces sensations, par exemple, quand vous écrivez. Ouais. N'est-ce pas? Il y a la sensation qui vient avec l'écriture ou pas? C'est pas la même chose. Bien sûr que c'est... Bien évidemment. Non, c'est pas la même chose. L'écriture, c'est l'autre côté, c'est la thérapie. C'est la thérapie. Et c'est une bonne chose pour vous, pas cette ouais. thérapie? En fait, j'ai appris un mot il y a quelques années, c'est sublimer. Oh, oui. La sublimation. Oui. Voilà. c'est- Et je savais pas que, en fait, avec, excusez-moi l'expression, mais en fait, avec de la merde, on peut faire pousser des choses. Eh oui. On peut faire des grandes choses avec de la merde. Tout à fait. Voilà. Il Et y a... Oui, pardon, Et allez-y. je pense que c'est le principe même de l'art. Exactement. C'est qu'en fait, on part d'une matière qui est insignifiante, Oui. comme de la peinture. C'est de la peinture, quoi. C'est de l'eau avec je sais pas quoi. Et on en fait des choses qui peuvent réunir des millions de gens et qui sont comme ça. Ils disent, waouh. Mais Exactement. en fait, c'est de la merde. Et avec de la merde, on a fait quelque chose de grandiose. Oui. Et donc, moi, avec tout... C'est triste parce que je prends souvent le négatif. Je vais pas chanter des choses très positives, mais Ah, je sais pas pourquoi j'arrive pas. J'essaye des fois de faire des chansons un peu... Parce que j'ai eu des moments magnifiques dans ma vie, mais j'arrive pas à les... J'arrive pas. C'est que le négatif. Comment interprétez-vous ça? Mais je pense que le positif, c'est pas un problème, donc je le traite pas. Et je pense que je traite que des problèmes. Et D'accord.
C'est Donc, tout. D'accord. Ouais. Donc vous écrivez donc la chanson, le rap, la musique, c'est une thérapie pour vous, Ouais. mais au même temps, vous allez faire en sorte que les gens puissent entendre votre musique. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la thérapie aussi. Le don. Allez-y, le don. Le don donné. Hmm. C'est la dernière, la dernière étape. D'accord. Et une fois que j'ai donné, je suis bien. Je suis bien, je suis satisfait. Et puis après, il y a des retours positifs ou négatifs. Mais c'est ça. C'est fou. Parce que cette merde, qui en voudrait? Voilà. Qui en voudrait? Et finalement, Voilà, exactement. ça fait des grandes choses. Ouais. Exactement. Ouais. Voilà. C'est la beauté du... C'est ça la beauté de la vie, en fait. C'est qu'on peut toujours tout transformer en positif. En vrai, toutes les situations, tu peux tout transformer en positif. Il y a des gens, ils sont en prison, ils passent des diplômes. Ils passent des diplômes et parce qu'ils ont compris que voilà, il y avait que ça à faire, ils passent des diplômes. D'autres, ils se rapprochent de Dieu. C'est la magie de la vie. Hein. Donc, pour conclure, n'est-ce pas, pouvez-vous me dire un peu comment vous voyez donc l'avenir de votre carrière, ce que vous pouvez, ce que vous êtes en train de préparer pour votre avenir? Est-ce que vous avez une idée? Non, vraiment, c'est une recherche de bonheur. Une recherche de bonheur. Et je parlais de sérénité, d'être serein, que les angoisses se dissipent et d'être plus serein. C'est juste ça que je demande. Alors peut-être que c'est à travers la musique, peut-être pas. Peut-être qu'à un moment, là, la musique Si va... vous me permettez, Ouais. oui, je pense que la musique, elle a une fonction fondamentale et structurelle chez vous. Après, il y a le business. C'est Bien ça qui est... sûr. Il y a la musique, mon rapport à la musique, et puis il y a le business et Oui. tout ce qu'il y a autour, qui peut dénaturer un peu... Tout à fait. Et c'est en train de dénaturer un peu le truc, parce que là, aujourd'hui, je me surprends à regarder les résultats, les chiffres, tous ces trucs-là, et alors qu'il y a 1 an et demi, j'étais juste dans la création, quoi. Oui. Et donc peut-être ça va être la musique ou autre chose, je sais pas, mais c'est vraiment une recherche de sérénité, parce que j'ai rencontré des gens comme ça dans ma vie. Je crois que dans ma vie, j'ai croisé quelques personnes, des gens sereins qui étaient en paix avec eux-mêmes. Et je les ai vus, j'ai dit, lui, je veux être comme lui. Et c'est ça mon objectif. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans ces bavardages que nous avons eus sur vous? Non, moi je cherchais juste un échange. Je cherchais pas à prendre de la science C'est bien. ou à en donner. Est-ce que vous avez eu cet échange? Un très bon échange. Oui. Et Qu'est-ce que vous entendez par très bon échange? Ça veut dire quoi? ben, quand on a la sensation d'être compris, Vous avez la sensation Ouais. qui... Je vous comprends. vous me l'avez pas dit, mais je sens ça. J'ai l'impression que vous me comprenez. J'ai l'impression de, moi, comprendre votre posture. Et donc ça me suffit. Et après, vous m'avez renseigné sur plein de trucs, mais je reste persuadé que on doit le faire tout seul. Vous allez être fâché sur moi. parce que Pas je vous dis du ça. tout! Pas Ouais. du tout! On m'a dit faut pas faire tout seul, mais en tout cas, moi, mon dessein, c'est de le faire tout seul. Je le Oui, sais. oui, 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 oui. Et donc, c'est pour ça que j'attendais pas de réponse. Je voulais juste un échange Voilà, t'es bien. avec quelqu'un que je connais pas. Voilà. Et voilà. Et je vous aurais vu à l'arrêt de bus ou dans un bar. Ça aurait été la même. Très bien, voilà. C'est ça. Je vous remercie. Merci à vous, docteur. À bientôt, au revoir. Et vous, si je vous dis on se revoit bientôt, vous allez dire oui? Mais bien sûr, Voilà, c'est gentil ça. et je vous dirai même avec plaisir. Merci beaucoup, je vous resserre la main. Au revoir, docteur. Je vous accompagne. Merci.